Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous et merci une fois de plus d'être branchés nombreux sur la RTNC 3 institution pour suivre votre émission habituelle, les magazines d'actualité pour tous. Magazine d'actualité pour tous, nous recevons aujourd'hui sur ces plateaux un invité des marques. Il s'agit bien entendu de Norbert Yamba Yamba. Norbert Yamba Yamba est une figure de proue bien connue sur l'échiquier national et international. Ce n'est pas quelqu'un à présenter, c'est un habitué des plateaux. Norbert Yamba Yamba est cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti cher au docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Il est ancien conseiller politique, économique, financier et d'audit, de fait président docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Cadre influent de l'UDPS ayant participé au pourparlers de Venise et Pisa en Italie et en Espagne, coordonnateur de la cellule électorale au cabinet du président fait Etienne Tshisekedi Mulumba, entre membres du comité national du parti et directeur de formation à l'école du parti. Norbert Yamba Yamba, c'est pas tout, c'est un consultant international des questions de développement durable, décentralisation et gouvernance environnementale. Avec notre invité, nous allons bien entendu faire le point en rapport avec l'évolution de la situation politique dans notre pays. Et effectivement, nous allons décrypter le face-à-face Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la presse. Nous allons parler de son domaine puisque c'est un expert international, un consultant, quelqu'un bien rodé, quelqu'un du domaine. Nous allons bien sûr parler de développement de ce pays. Bonjour Norbert Yamba Yamba. Bonjour. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dites-nous, ou commençons par le commencement, vous êtes cadre de l'UDPS, comment se porte le parti à ces jours? Bon, le parti se porte bien. Mais d'abord, vous savez, nous nous sommes battus, en tout cas, à l'échelle nationale, provinciale et locale pour que véritablement nous puissions nous engager vers les élections. Beaucoup nous ont reproché, aujourd'hui, nous avons un président de la République. Certes, quand un parti arrive à maturation, il ne manque pas de douleurs d'enfantement. Ça montre très clairement que cette maturation permet véritablement un recyclage. Un recyclage dans la perspective de prendre une nouvelle boussole et d'aller véritablement vers l'idéal que nous sommes battus pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le parti a un président, a un secrétaire général, il y a des secrétaires nationaux. Au niveau des provinces, il y a des présidents interfédéraux, il y a des présidents fédéraux, etc. Et mutandis au niveau local, dans les villes, dans les communes, dans les secteurs et chefferies. Ce qui est vrai, c'est que, bon, parce que nous avons le pouvoir, nous devons davantage nous organiser pour qu'à différents niveaux d'atterrissage, on puisse ressentir véritablement que nous avons été à l'opposition, nous avons fait 38 ans et nous sommes capables d'apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle offre politique pour que le Congo se retrouve. Et je suis heureux, au regard des agitations que j'observe ces derniers temps, c'est que nous sommes sur la bonne voie et nous attendons accompagner comme il se doit le président de la République pour que nous puissions lutter contre la pauvreté qui a élu domicile dans notre pays. Contre la misère. La misère, bien entendu, intolérable. Le vin est tiré, il faut les boire, monsieur Norbert Yamba Yamba. 38 ans de lutte pour la démocratisation de ce pays, pour la conquête du pouvoir. Eh bien, le pouvoir est là. Que pensez-vous de l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux affaires? Bon, quelle que soit la longueur de la nuit, hein, le soleil finit toujours par apparaître. L'avènement de son Excellence président Félix Tshisekedi à la présidence de la République et le couronnement. Le couronnement d'un combat qui a été mené et qui a été la base de la disparition de beaucoup de nos compatriotes
qui était suffisamment engagé pour que véritablement le Congo fonctionne autrement. C'est un fruit de beaucoup de sueur, beaucoup de sang, beaucoup de difficultés de parcours. Mais écoutez, on y est, on ne peut plus se plaindre. Certes, il nous reste encore beaucoup d'autres défis. Parce qu'on est là au pouvoir, on va l'exercer, même si l'arrangement institutionnel peut nous être hostile, mais nous avons la conviction, nous avons la volonté volontariste de pouvoir changer les choses. Et donc, là, nous avons un grand défi de lutter contre la pauvreté. Lorsque vous observiez les programmes gouvernementaux qui a été présenté par le président Félix Tshisekedi, il porte sur vaincre la pauvreté. Et vaincre la pauvreté s'inspire véritablement de la thématique phare qui a été véritablement optée par Dr Etienne Tshisekedi en 2011, qui était le peuple d'abord. Donc, le peuple d'abord, au regard de sa situation, au regard de sa vie quotidienne, on réalise finalement que le peuple est dans la pauvreté. Et si les UDPS arrivent au pouvoir, c'est pour que véritablement nous puissions nous engager résolument pour vaincre la pauvreté de notre peuple, qui a été le dindon de la farce d'une succession de gouvernance qui véritablement n'a pas été l'allié de la population, mais qui a construit des îlots d'abondance dans un océan de misère. OK. La visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province d'Eli-Ituri, en proie à l'insécurité, aura servi de déclic pour connaître sa position sur les grands sujets qui talonnent les esprits des Congolais, notamment les projets de construction du port à eau profonde des Bananas et celui de jeter un pont rail entre Kinshasa, donc sur le fleuve Congo, entre Kinshasa et Brazzaville. La sécurisation du territoire national, donc, le cas de certains prisonniers exilés politiques, le chef de l'État n'a pas mâché les mots. Il a dit à cœur ouvert ce qu'il envisage faire. Sa préoccupation étant de réussir son mandat. Et dites-nous, Norbert Yamba, puisque vous êtes un compatriote, vous êtes un intellectuel, vous êtes cadre de l'UDPS, comment avez-vous décrypté ou analysé cette sortie médiatique du président de la République, son face-à-face avec la presse? Il faut dire que le président Félix est resté fidèle à lui-même. Il est resté constant par rapport à sa vision, par rapport à son offre politique, par rapport à sa philosophie de gestion de la République. Vous savez, avant qu'il ne soit président de la République, lorsque vous l'écoutez très bien dans son offre politique, je crois qu'une de ses priorités, alors la priorité des priorités, c'était véritablement de construire la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que lorsqu'on n'a pas de paix, on ne peut pas véritablement créer des investissements, créer des richesses qui permettent d'avoir des répercussions sur la population. On dit que les bruits chassent les capitaux, surtout les bruits des bottes, et qu'on a observé plusieurs années à l'est de la République, et même au centre. L'organisation des groupes armés, les agressions diverses, etc. Tout cela a beaucoup retardé naturellement le développement de la République. Et le président de la République dit qu'il devra s'engager résolument pour que cette insécurité se termine, de manière à donner libre cours, n'est-ce pas, au pays de s'organiser dans la perspective de produire des richesses, susciter l'intérêt de beaucoup d'autres investisseurs et profiter véritablement de nos richesses pour que cela serve à notre peuple. Et c'est pour cette raison qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas de circuler. Beaucoup d'autres personnes disent, surtout les petits esprits pensent qu'en force de se promener, en force de faire des déplacements, le président est en train de bousiller de l'argent. Je dois vous rassurer que le conflit que nous avons observé, que nous avons connu, qui a infantilisé, clochardisé notre peuple, c'est un conflit qui lui est posé sur une convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts parce qu'il y a l'extérieur, et l'extérieur je considère comme des multinationales. Il y a convergence d'intérêts au niveau de la sous-région qui font véritablement un travail de consultants, non, j'allais dire des sous-traitants.
il y a aussi à l'intérieur de la République où vous avez des compatriotes qui sont des relais, des courtiers, des commissionnaires et qui travaillent dans cette filière théologique pour qu'on construise une prédation, pour qu'on pille les richesses de la République, pour que le Congolais reste pauvre. Et donc le président doit pouvoir axer naturellement sa vision, son politique, autour de 3 acteurs importants. Et je vous ai dit, la fameuse communauté internationale, la sous-région et ceux qui sont à l'intérieur. En ce qui concerne la communauté internationale au travers de pays bien connus, les multinationales bien connues, le président fait des déplacements pour être en contact avec ces gens, poser des questions. Vous voulez quoi? Pour que nous puissions véritablement obtenir la sécurité chez nous et discuter avec cela, pour qu'on construise véritablement des synergies gagnantes, pour qu'on crée des intersections, pour que, en fin de compte, on puisse se dire, par rapport à ceci, chacun peut trouver son compte. Mutandis, avec la sous-région. C'est comme ça qu'il est parti au Rwanda, il est parti en Ouganda, il est parti au Burundi. Il n'y a pas que ça. Beaucoup d'autres pays ont participé naturellement à la situation de notre pays. Il est allé en Angola, il est allé en Guinée équatoriale, un peu presque partout. Et donc, tout cela, c'est donc de voyages qui permettent de pouvoir décrisper la situation, qui permettent de pouvoir être rapprochés davantage à ceux qui véritablement ont participé, n'est-ce pas, à la situation difficile de notre pays, mais qui permettent également de savoir quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs orientations, comment nous pouvons construire des synergies gagnantes. Et bien, à l'intérieur, le président a estimé qu'il fallait construire la paix à travers la classe politique. Et la classe politique était divisée à cause de la gouvernance que nous avons connue. Il y en a ceux qui étaient en prison, il y en a ceux qui étaient à l'extérieur, il y en a ceux qui étaient sur place ici, mais qui visiblement n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Et donc le président de la République, au travers de ces 100 jours, a pris un certain nombre de décisions. Et vous avez vu que ceux qui étaient considérés comme prisonniers politiques, etc., ont été libérés. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui Franck Diongo libre, vous avez Diomin Dongala, etc. Vous savez que même du côté de Martin Fayulu, son hôtel a été fermé dans les conditions que l'on connaît, etc. Et cet hôtel a été réouvert il y a des ans. Aujourd'hui, c'est réouvert. Le président Moïse Katumbi est revenu, Jean-Pierre Bemba est revenu, Antipas Niamouis est revenu. Aujourd'hui, il est en train de construire des passerelles pour que davantage on puisse, avec le FCC, monter une offre politique qui permette à notre peuple de trouver son compte. Donc, le président de la République est dans une perspective de pouvoir redorer le blason. Aujourd'hui, combien de partenaires rentrent, la Banque mondiale est revenue, le Fonds monétaire international est revenu, la BAD, la Banque africaine de développement est revenue, l'Union européenne est en train de faire des déclarations qui permettent véritablement de soutenir le président de la République. Vous voyez, dans toutes les entreprises, au niveau de l'administration publique, il y a des grèves partout, presque des agitations, etc. Tout le monde veut trouver son compte. C'est comme qui dirait en fait que quand un chien a été ligoté, et puis pendant plusieurs années, il n'a jamais été libéré. Et il suffit simplement que vous enleviez la corde, il va s'agiter n'importe où, etc. Parce qu'il n'y croit pas. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a donné cette lueur d'espoir, a suscité l'intérêt, a fait comprendre aux Congolais qui sont copropriétaires de la République et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut compter avec chaque Congolais dans la performance véritablement de nos institutions. Donc, nous sommes sur cette ligne-là. Nous battons effectivement pour qu'on y arrive, mais ce n'est pas pour autant que on aura des résultats mathématiques. Il y aura toujours des douleurs d'enfantement parce qu'il y a des gens qui véritablement sont formés à la résistance de voir le pays bondir et de rebondir. Mais nous allons utiliser nos tacts, notre capacité diplomatique pour dédramatiser les relations politiques, pour dégonfler les tensions et les conflits, de manière à rassembler tout le monde autour d'un idéal qui est celui véritablement de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Certainement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est catégorique. Il a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Que répondiez-vous à certains observateurs bien avertis qui estiment que le mariage FCC
cash serait vraiment, je ne sais pas, ça ne permettra pas au président de la République de réussir sa mission, d'autant plus qu'on ne peut jamais se mettre d'accord avec un Satan. Est-ce que Satan, le diable, avec la lumière ou Dieu, peuvent cheminer ensemble? C'est comme ça que... Merci beaucoup pour cette question, parce que ça revient de temps en temps. Il faut qu'à un moment donné, messieurs les journalistes, qu'on grandisse. On ne peut pas être élite politique ou élite intellectuelle, et puis on est véritablement dans les débats de quartier. C'est pas normal. Lorsqu'on lit la Constitution, à son article 169, il est très clair que le président de la République définit en concertation avec le Premier ministre les politiques de la République. Lorsqu'on définit ces politiques, on met en place un programme, et donc le président de la République est engagé pour avoir fait véritablement des promesses à notre peuple, que ce programme réussisse. Mais on ne peut pas le faire seul, parce qu'il y a quelqu'un qui a la gestion quotidienne, le gouvernement de la République. Et là, maintenant, lorsqu'on regarde la configuration institutionnelle de notre pays, on a l'impression que nous avons un président de la République. Mais quand on regarde les résultats, peu importe leur crédibilité, en tout cas, les résultats que nous avons, il n'y a pas de doute que ça. Et donc, ces résultats montrent très clairement que lorsqu'on regarde à l'Assemblée nationale, 80% c'est FCC. Lorsqu'on regarde au Sénat, 90% c'est FCC. Lorsqu'on regarde au niveau des provinces, 90% c'est FCC. Écoutez, dis-moi, la Constitution voudrait que le gouvernement soit formé dans la perspective que c'est qui véritablement la majorité parlementaire. Mais le président de la République, parce qu'il a une responsabilité de transformer le pays, estime que cela va obliger qu'on soit ensemble. Qui ne peut pas changer dans ce monde? Qui ne peut pas changer? Et donc, on croit, par présomption, que le FCC, qui a eu à gérer le pays, en tout cas depuis la fuite du maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, écoutez, il a appris de leçons. Il sait où se trouvent les faiblesses. Peut-être qu'il peut se faire une auto-évaluation pour comprendre que le pays n'a plus besoin qu'on construise des îlots d'abondance dans un océan de misère et que le FCC peut pouvoir changer. Et le président a cette présomption-là. C'est comme ça qu'on a estimé qu'on puisse avoir véritablement une coalition. Nous y sommes. C'est vrai qu'il y aura toujours des douleurs d'enfantement parce que les gens n'espèrent pas changer de manière automatique. Mais le leadership se confirme au travers de sa capacité d'arbitrage pour apporter et les médiocres et les bons, pour qu'ils les transforment véritablement tous à des personnes qui sont capables véritablement de relever le défi. Et nous sommes conscients qu'il a les qualités, il a la capacité. Combien de fois on tire des boulets rouges, y compris les gens du FCC, qui sont censés être en coalition avec le cash, dont le président en assure véritablement le leadership. Mais des boulets rouges, il sait gérer, il sait encaisser, il sait digérer et il sait renvoyer la réponse pour permettre à ce que les émotions se calment. Nous sommes dans cette direction-là. L'FCC, le cash, tous les Congolais, nous avons intérêt, la Mouka, que notre pays fonctionne autrement. On ne peut pas comprendre que nous sommes dans un grand pays, dans une grande nation, réputé la locomotive en Afrique centrale. Un pays comme ça qui est à genoux, un pays qui a bloqué le développement de l'Afrique, un pays qui devient le frein. En Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique australe, j'allais dire Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout sauf nous. Très bien. Tout le monde est debout, s'il vous plaît. On ne sait jamais se corriger d'un défaut devenir habitude. Un exercice. S'il vous est demandé de donner une cotation au FCC, les autres sur les acteurs politiques sur 5, combien vous donnerez aux acteurs politiques, particulièrement au FCC qui a géré pendant plus de, je crois, 18 ans? Non, mais écoutez quand même, messieurs les journalistes, Benjamin, je ne suis pas là pour côté, mais je suis congolais dans le cadre de ma citoyenneté. Quelle est votre appréciation dans le cadre de ma par citoyenneté rapport, ils ont bien travaillé, mais par rapport à la population? on a dit
On a dit, les littératures, même le résultat de ce que dit le FCC lui-même, il disait qu'on perd 15 milliards de dollars. Le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, a lui-même souligné ses plaintes de n'avoir pas réuni 15 personnes capables vont lui permettre de réussir son Mais mandat. tout simplement, voilà, vous pouvez de côté. Quand il dit qu'il n'a pas eu 15 personnes, quand il dit à la fin de son mandat que s'il a réussi à un certain nombre de choses, il y a des choses qu'il n'a pas réussi, ça qui n'a pas réussi à changer le Congolais. Et vous vous pensez- savez, excusez, la force de leadership, c'est sa capacité d'avoir une influence sur ces gens, sa capacité de transformer ses concitoyens. Et lorsqu'il n'est pas parvenu véritablement à transformer le Congolais, pour que véritablement les Congolais soient embarqués dans une direction de transformation de la République. Écoutez, c'est à vous maintenant de côté. C'est que très clairement aujourd'hui, pour n'avoir pas changé véritablement le Congolais, on a 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. On a une moyenne de 4 à 5 milliards de dollars du budget de la République. Contre 581 milliards de dollars pour le Nigeria, qui est la locomotive en Afrique de l'Ouest, contre l'Égypte qui a 315 milliards de dollars en Afrique du Nord, contre l'Afrique du Sud qui a 396 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, contre l'Éthiopie qui est la locomotive, la puissance régionale en Afrique de l'Est, 287 milliards. Nous sommes la locomotive en Afrique centrale, nous n'avons que 40 milliards. C'est que très clairement, nous n'avons pas réussi. L'élite a été imbécilisée, l'élite n'a pas eu le cœur dans l'ouvrage, l'élite a fait un débat d'opinion, l'élite s'est éloignée des débats de prospérité. Aujourd'hui, le débat de prospérité revient avec véritablement Félix Tshisekedi, encore que tout le monde puisse ressouder les coudes, de manière que nous puissions voir dans la même direction. Sinon, le développement de l'Afrique Très bien, viendra tard. je vous garde encore, M. Norbert Yamba Yamba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes consultant international des questions de développement durable, de la décentralisation, mais aussi de La gouvernance Très bien. environnementale. Et je voudrais que je vous reçois ici avec votre casquette des consultants internationaux, des technocrates. Vous savez dire un capitaine au long cours à la place d'un capitaine d'eau douce. Puisque le président a pris la décision, il a compris qu'il ne serait pas question de préjudicer ces enfants, ça veut dire les fils et filles de la RD Congo en général, particulièrement les fils nés Congo qui ont pleuré en soutenant, il soutient, mais il ne voudrait pas privilégier d'abord le lancement d'un pont route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Mais dites-nous, parce que vous êtes technicien, vous êtes quelqu'un rodé à la matière, comment prendre une décision sur la construction à nos profonde de construction du pont-rail. Vous savez, le moment est arrivé. Sincèrement, notre pays n'a pas fonctionné comme se doit. Il y a eu démission de l'élite intellectuelle. Cette élite qui est devenue véritablement comme ce qu'on appelle généralement des personnes qui n'ont pas de plus-value, qui n'ont pas ce que nous appelons la valeur ajoutée dans la dynamique de notre pays. Il faut donc que lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse véritablement réfléchir avec un peu d'intelligence émotionnelle. Il est anormal, lorsqu'il y a quelque chose qui se présente devant nous, et tout de suite, on fait des déclarations incantatoires, sans avoir fait une analyse véritablement à la base. Certes, beaucoup de gens reprochent le projet de la Banque africaine de développement, qui souhaiterait poser un pont entre Kinshasa Brazzaville. En tout cas, les gens ne sont pas d'accord avec ça, étant donné que la province du Congo central, c'est revenu à 90%, viennent essentiellement du port de Matadi et de Boma, et que les gens auraient souhaité effectivement que l'on puisse construire d'abord le port en eau profonde de Banana, pour être en compétition avec le port en eau profonde de Pointe-Noire. Et les gens estiment que lorsque on ne fait pas ce port en eau profonde, à ce moment-là,
le bateau, le paquebot vont s'arrêter à Pointe-Noire et les gens prendront la route, le rail, de Pointe-Noire à Brazzaville et traverser sur le pont qui se trouve entre Brazzaville et Congo-Kinshasa. À ce moment-là, non seulement les recettes vont diminuer, mais également les activités vont être réduites et les gens vont se retrouver véritablement en chômage. Ce sont les préoccupations qui sont lancées par les Congo. Mais au-delà de ces préoccupations que je considère plausibles, il faut y mettre un peu plus de réflexion. On doit sortir de la routine. Vous savez, dans un premier temps, le pont rail Kinshasa-Brazzaville, ça coûte combien? Ça coûte 550 millions de dollars. 550 millions de dollars. La Banque africaine de développement est censée financer en proportion de 210 millions de dollars. Et le reste, il y aura un cofinancement d'Afrique 50 pour que véritablement ces montants soient réunis dans la perspective de monter ce pont-là. Mais on doit aussi également se poser la question, que coûterait le port en eau profonde, dont l'idée date depuis les années 50. Toute analyse faite, il est démontré que ce port coûterait 5 fois, n'est-ce pas, le coût du pont rail Kinshasa-Brazzaville. C'est que très clairement, ce port en eau profonde coûterait dans le 2,5 milliards de dollars. Et vous savez que nous avons une moyenne d'un budget de 4 milliards. Maintenant, il n'est pas exclu par rapport à cette priorité que nous puissions réfléchir aujourd'hui plus que jamais pour dire, pouvons-nous abandonner, n'est-ce pas, ce projet de pont rail? Écoutez, le Congo fait partie, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et l'Afrique est unique mais variée. Je venais de faire une démonstration qu'en Afrique, il y a 5 régions. Il y a la région du Nord, où vous trouvez les Maghrébins. Et les Maghrébins, la situation aujourd'hui, c'est fantastique. C'est-à-dire que lorsque vous voulez quitter le Maroc, vous pouvez aller en Algérie sans beaucoup de difficultés. Vous pouvez aller en Tunisie sans beaucoup de difficultés. Lorsque vous allez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria, avec la Côte d'Ivoire, ils sont en train de se battre, Burkina Faso, etc., pour qu'il y ait désenclavement complet. Lorsque vous êtes à l'Est, l'Éthiopie, c'est la puissance régionale, avec le Kenya, etc. Lorsque vous êtes au sud de l'Afrique du Sud, de Botswana, tous ces pays-là sont des miracles économiques. Et si vous venez au centre, en Afrique centrale, vous avez le Congo, c'est la locomotive. Et vous avez le petit pays comme le Congo-Brazza, Gabon, Centrafrique, Guinée équatoriale, vous avez Cameroun, etc. Écoutez, lorsque vous quittez le nord, vous voulez vers le sud, vous voulez prendre un véhicule, vous pouvez bien venir, mais quand vous arrivez au Congo, en Afrique centrale, tout se bloque parce qu'il n'y a pas de route. Vous quittez l'ouest, le Nigeria. Lorsque vous voulez aller vers l'est, vous venez, il y a des routes. Mais vous arrivez chez nous, il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas continuer avec la voiture. C'est que très clairement, le Congo-Kinshasa bloque le développement de l'Afrique. Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme de revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Or, au Congo, il est à genoux. Il faut le réveiller. Mais on ne va pas le réveiller par rapport à des solutions d'Autriche, par rapport à des solutions de routine. Quelqu'un disait que les Congo-Kinshasa, si il est réveillé, l'Afrique va marcher, l'Afrique va répondre. Or, nous sommes dans une approche panafricaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les pères de l'indépendance qui ont recherché de mettre en place tous les pays africains ensemble. Aujourd'hui, on a l'Union africaine. Et demain, on va créer les États-Unis d'Afrique. Il faut que les différentes locomotives soient debout pour qu'ils soient capables véritablement de drainer les autres pays satellitaires autour d'un idéal commun pour la création véritablement des États-Unis d'Afrique. Et il n'y a que le Congo, avec tous ces pays satellitaires, qui bloquent. Et c'est comme ça que l'Union africaine, au temps de l'OIA, on a réfléchi
pour mettre en place ce qu'on appelait le nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, NEPAD. Et au niveau de l'EPAD, il y a ce qu'on appelle des projets fédérateurs, des projets intégrateurs, des projets qui permettent à ce qu'on puisse désenclaver l'Afrique, de manière que le marché africain soit véritable, puisse servir aux Africains. Quand vous êtes en Afrique centrale, on a au moins 350 millions d'habitants qui véritablement inondent le marché africain. Mais lorsqu'on regarde les échanges entre les Africains, on n'est pas au-delà de 3%. Et alors on s'est dit, si on met en place un pont qui coûterait 550 millions, encore que c'est financé de l'extérieur, et donc ça correspond véritablement à la vision et à la vocation de l'Union africaine qui répond au NEPAD, et ça nous permet d'ouvrir. Regardez, vous traversez à Brazzaville, mais de Brazzaville, vous pouvez aller en voiture à Libreville. De Libreville, vous pouvez aller en voiture à Guinée équatoriale. De Guinée équatoriale, vous pouvez aller en voiture au Cameroun. Et ce marché-là, le Congo qui est la locomotive. Moi, je venais de Goma. J'ai regardé la pomme de terre, j'ai regardé la viande, j'ai regardé les tomates, j'ai regardé les ciboulettes. Je dis, mais c'est merveilleux, mais comment ça, comment la pomme de terre doit coûter horriblement cher à Kinshasa au moment ici, ça ne coûte rien. Comment faire en sorte que ce qui est, par exemple, au Nord Kivu arrive ici. Écoutez, mon frère, quand vous êtes dans le Congo central, expérimentez un peu ce qui se passe à Louf, à la frontière de l'Angola. Quelle intensité des échanges, combien d'argent? Monsieur le journaliste, regardez, parce qu'en fait, on a tendance à croire que c'est les ports de Boma, les ports de Matadi qui génèrent de l'argent. Mais la Loufou, c'est combien d'argent? Hier, on prend l'administrateur adjoint, etc., qui est là-bas. Sans que, n'est-ce pas, l'administrateur titulaire n'ait une mainmise sur l'administrateur. Et l'argent qui est récolté est renvoyé directement au niveau de la province. On en fait quoi? Quels ont été les projets qu'on a réalisés? Écoutez, j'ai suivi un notable, n'est-ce pas, de le Congo, qui disait que la société pétrolière produit 370 millions de dollars. Et sur les 370 millions de dollars, on a donné, après 9 mois, au Congo central, 290 000 dollars. Et qu'est-ce qu'on en a fait pour récupérer cet argent? Qu'est-ce qu'on a fait pour que véritablement cet argent puisse servir à quelque chose? Aujourd'hui, Inga a la capacité de desservir de l'électricité sur toute l'Afrique. Mais c'est toujours pas Congo. C'est 44 000 mégawatts. Aujourd'hui, on est en proportion de 1000 mégawatts. On en fait quoi? Quelle a été la capacité de drainage de l'élite politique né Congo pour que véritablement les investisseurs arrivent? Quelle a été la force et les efforts du gouvernement central pour qu'on mette au maximum le moyen de manière à exploiter ces grands projets qui pouvaient véritablement cimenter, n'est-ce pas, l'Afrique? Tout cela faisant commune montre très clairement qu'on ne peut pas donner la vie d'un pays, la vie d'une province à des ports qui véritablement est une cueillette. Très bien. Excusez. Vous êtes dans le Bas-Congo. Je termine. Vous êtes dans le Congo central. Ouais. Vous avez les ananas, vous avez les choux, vous avez les tomates, vous avez les oranges, vous avez les mandarines. Mais il n'y a même pas une petite usine pour extraire du jus, pour qu'on puisse vendre, et on ne veut pas réfléchir. C'est une matière à réflexion. On ne veut pas réfléchir. Très bien. Pacification de l'Ituri en proie à l'insécurité à la suite des conflits communautaires Emma Lendou. La position du chef de l'État, donc sa position ferme en rapport avec les deux grands projets opposés qui préoccupent profondément les RD congolais en général et les natifs nés Congo en particulier. Pratiquement ce que vous venez de développer. Donc la construction du port à eau profonde à Banana et celui de jeter un pont rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. La promesse ferme de relancer la société de Kilomoto et de créer un fonds social pour les jeunes que le gouvernement Ilunga et Ilunkamba sera mis en place. Les désordonnances
nommons les mandataires à la GCAMIN et à la SNCC. Ça encore, c'est un problème, une problématique. Je voudrais que nous puissions avancer parce que vous êtes quelqu'un du domaine. On va en parler. Il y a plusieurs sujets que nous devons développer et nous avançons certainement. Comment réagissez-vous à cette prise de position du président de la République en rapport à tous ces problèmes qui défrayent la chronique? Et surtout la nomination de ces mandataires au sein des entreprises, la SNCC et la GCAMIN, Générale des carrières et des mines, dans le Haut-Katanga, l'ex-Katanga. Vous savez, pour ce qui se passe en Ituri, le président s'est déplacé. Je crois l'avoir dit, qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Mais écoutez, les Lendou et les frères ont déjà vécu pendant plusieurs années, pendant plus d'un siècle, etc. Ils sont ensemble, ils se sont toujours entendus. Vous savez que la politisation pose problème véritablement des divisions entre les citoyens. Et le président a compris qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui véritablement sont dans une approche de complotation pour déstabiliser le pays. Et donc, les dispositions sont prises, les militaires sont requinqués, tous les services de sécurité sont en branle dans la perspective d'identifier les tenants et les aboutissants de cette situation pour qu'on y mette une fois pour toutes n'est-ce pas, le calme, la sérénité dans toute cette province en situation de détresse. On n'y revient pas parce qu'un certain nombre de mesures sont prises, certaines d'autres devraient être prises dans la perspective de pouvoir construire la paix. À ce qui concerne n'est-ce pas, les entreprises, la nomination, etc., c'est un problème réel. Qui peut dire le contraire aujourd'hui que les entreprises du Congo ont connu des moments très très difficiles, j'allais dire même continuent à connaître des moments très difficiles, raison pour laquelle à une certaine époque, parce que toutes ces entreprises devenant véritablement des canards boités, les entreprises qui auraient pu véritablement donner des richesses au Congo, les entreprises qui auraient pu rendre des services qualité, ces entreprises devenaient véritablement des budgétivores. Hein, les propriétés de PDG, des ministres de tutelle, etc. Vous trouvez véritablement un personnel pléthorique qui arrive, mais ses frères, ses femmes, ses beaux-frères, etc. Beaucoup de gens viennent prendre même le poste de directeur au moment où ils n'ont pas suivi le cursus normal dans l'entreprise. Et donc, on a trouvé véritablement que ces entreprises ne sont pas des entreprises. Vous avez une entreprise, même pas une couche de peinture dans un bâtiment. C'est regrettable, hein, en fait. Hein. On crie les souverainetés, mais on ne fait pas preuve véritablement de pool de souveraineté. Et alors, le président arrive, avec tout ce qui s'est passé à la société SNCC, on nomme l'ancien PDG de la SNCC Premier ministre. On nomme Premier ministre. On fait quoi pour cette vacances? Il faut entendre le retour de Jésus pour nommer un PDG. Il faut entendre Jésus pour ça. Et l'article 69 qui donne au président la capacité de faire la régulation institutionnelle. Cet article-là, en tant que garant de la nation. Cet article-là n'a pas de signification. Et le président n'a pas de compte à rendre au Parlement. Celui qui a des comptes à rendre au Parlement, c'est le Premier ministre. Et par rapport à tout un État garant de la République, garant de la nation, il prend des mesures. Il nomme les Katangais eux-mêmes. Qui DG, qui président du conseil d'administration? S'il avait fait de manière folklorique en prenant quelqu'un d'autre, même s'il le ferait en prenant quelqu'un d'autre sous base de son profil, de son background, on l'accepterait parce qu'il est dans le droit de nomination. Et on l'a trimballé dans la boue au Parlement. Heureusement qu'ils se sont ressaisis. Je ne voudrais pas... Et c'est à tort.
C'est que je sache. Je ne voudrais pas vraiment pas revenir sur ça parce que le président lui-même Très bien, vous avez répondu, parce qu'il y a une matière, nous cheminots, lentement mais sûrement, nous amorçons notre descente en douceur, effectivement, il y a encore quelques points, mais abordons d'abord le point qui concerne la Mouka, abandon de la croisade de la vérité, des urnes contre partage du pouvoir. Fathi décline l'offre de Fayoulou. Martin Fayoulou propose d'abandonner les combats pour la vérité des urnes contre une nouvelle transition politique, à la faveur de laquelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accepterait de céder une partie de pouvoir qu'il a déjà en partage avec Kabila à la coalition Lamouka. L'idée consiste à décréter une nouvelle transition de 12 à 18 mois, à l'issue de laquelle la RD Congo devrait organiser de nouvelles élections générales et confier à Lamouka la charge d'entreprendre des réformes constitutionnelles pendant cette période. Votre réaction en quelques mots, 2-3 minutes, et comme ça nous passons à autre chose, M. Norbert Yamba. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Hein. Les hommes politiques sont appelés à faire des propositions. Ce n'est qu'une proposition. Il a fait une proposition. Mais pour que cette proposition aboutisse, il faut que ça puisse suivre une filière normale. Et la filière, c'est que cette proposition doit être coulée en loi, et cette loi ne peut être qu'adoptée au niveau du Parlement. Et donc, le président a répondu en disant, en conseillant à son frère, que bon, lui, il est député, qu'il présente la proposition, et que cela soit analysé, il sera disposé à promulguer si le Parlement, véritablement, faisait passer la proposition. Mais là où je voudrais simplement intervenir, c'est que c'est pas normal. Lorsqu'on est une lutte politique et transformationnelle, on doit pouvoir anticiper les choses. On doit pouvoir anticiper les choses. On est resté plusieurs mois en train de diffamer, en train d'insulter, en train... Est-ce que ce n'est pas du gâchis, tout ce temps perdu? Et donc, on a mis en place une sorte de barrage. Et au même moment qu'on a écrit en mai, n'est-ce pas, en recherchant naturellement une sorte de passerelle, une fenêtre d'ouverture, et en juin, on continue à insulter la personne dont on demande une proposition, qu'il est marionnette, qu'il est patin, etc. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez que nous sommes battus pendant plusieurs années pour la construction d'un état de droit. Et l'état de droit suppose la primauté de la loi. Pour savoir véritablement que tel ou tel politique est capable de construire cet état de droit, c'est au niveau des attitudes. Le pays a tellement de problèmes. Et lorsqu'on a un méchant, lorsqu'on a quelqu'un qui est incapable de gérer ses émotions, on risque véritablement d'aller vers une situation explosive. Donc c'est démocratique. Et donc c'est démocratique, mais un minimum de respect aux institutions de la République. Très bien. Et que ça... Si ils peuvent trouver un consensus entre eux, ils partent au Parlement et nous sommes dispos pour que le Parlement de la République puisse en décider. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Norbert Yamba, qui est un cadre de l'UDPS, un ancien, donc un cadre, un expert international des questions de développement durable, de la décentralisation de gouvernance environnementale. Nous prenons l'essentiel et nous allons boucler. Okay. Et je voudrais que nous passions, parce que vous êtes technicien, je parlais d'un capitaine Loncourt à la place de capitaine d'eau douce. Dites-nous un peu, la RDC, c'est un sujet d'actualité, à commémorer ces 59 ans de son accession à sa souveraineté nationale et internationale. 59 ans après, quel bilan tiré sur le plan économique, politique et social de notre pays? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire, M. Yamba? La RDC, une grande nation qui est aujourd'hui la locomotive en Afrique centrale, compte tenu de ses potentialités, vient de totaliser 59 ans, c'est vrai. Mais dans une étude qui a été produite par le PNID en 2000, il a été prouvé que au regard de la destruction, au regard des attitudes, au regard des comportements qui ont été construits pendant plusieurs années, si la RDC voudrait
n'est-ce pas, s'est retrouvée, la RDC doit faire à peu près 75 ans. 75 ans pour revenir à la position de 1960. Et vous savez qu'en 1960, la RDC avait 44% des ressources en devises provenant du secteur agricole. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas au-delà de 0,2%. La RDC avait un revenu par habitant par an de 368 $. Nous étions au même niveau que la Corée du Sud. Nous étions au même niveau que l'Afrique du Sud. Nous étions au même niveau que le Canada. Aujourd'hui, le Canada fait partie des G8. L'Afrique du Sud est un pays émergent, le pays le plus nanti d'Afrique. Et vous avez par exemple la Corée du Sud, qui avait à l'époque 255 $ par habitant. Nous avions 368 $. La Corée du Sud aujourd'hui a 32 000 $ par habitant par an. Et qu'est-ce qui bloque? 13e puissance économique mondiale. Nous qui étions en Et avance, la nous RDC sommes en régression. aujourd'hui Qu'est-ce qui est bloque le restée développement? à 458 $. Oui. C'est que très clairement la RDC a régressé davantage. Alors qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que nous n'avons pas encore identifié les secteurs porteurs pour construire le développement de notre pays. Le premier secteur que nous avons négligé, qui aurait pu véritablement booster la République, c'est le secteur de l'éducation. L'éducation que nous avons mise en place, que ce soit l'enseignement primaire et secondaire, l'université, ce sont des enseignements embâtardisés, des enseignements qui fabriquent des chômeurs de luxe, des enseignements qui fabriquent des perroquins, des répétiteurs, des récitateurs. Vous donnez quelqu'un qui est censé avoir une présomption du savoir, docteur d'université, donnez-lui simplement une entreprise. Vous verrez que c'est comme s'il était primérien. Donc cet enseignement-là n'a pas de valeur ajoutée, n'a pas de plus-value. Il faut donc revisiter cet enseignement pour que ça ait une fondation. Un arbre futur baobab, lorsqu'il n'a pas de racines, ça tombe. Nous ne sommes pas inspirés, nous ne sommes pas connectés par notre environnement. Nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas d'enracinement, nous n'avons pas de particularisme. Nous avons imité ce qui se fait à l'extérieur. Ils ont une autre coutume, ils ont d'autres pratiques. Il fallait adapter notre enseignement par rapport aux problèmes de notre société. C'est très important, cette première chose. Deuxième chose, le problème des technologies, la production des richesses. Regardez, nous avons 48 minéraux dans le site Katanga. 48 minéraux. 12 n'existent nulle part au monde. Nous avons 80% de réserves de coltan. À l'est et là-bas, toutes les guerres récurrentes, c'est en fonction véritablement de toutes les richesses. Nous avons le cobalt aujourd'hui, qui est devenu véritablement le minerai de prédilection pour l'avenir, à cause de la fabrication de batteries électriques. Et nous avons 60% de la production mondiale. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, à la différence par exemple des pays du Sahel. Nous avons 145 millions d'hectares de forêt. 500 millions de mètres cubes de bois. En termes de potentialité, nous ne produisons même pas 500 000 mètres cubes de bois. Vous voyez, nous avons de l'eau, 53% de l'eau douce. C'est un problème d'eau, si je résume bien. 53% d'eau douce en Afrique aujourd'hui, c'est le Congo. Vous êtes un technicien, c'est un problème. Alors on fait comment? Le développement d'une nation dépend de l'homme, de son intelligence et de son savoir-faire. Avec cette intelligence, il peut arriver à dompter la nature. C'est ainsi que nous avons le diamant des Johari, qui ne rapporte rien, mais sinon le Japon a... C'est un peu de créer son diamant artificiel, oui. C'est déjà quelque chose. Tout à fait. Mais dites-nous, autant des réformes qui n'ont rien abouti, et évidemment, vous êtes dans la réforme des entreprises publiques, pour quel résultat? Oui, alors je disais qu'il faut 3 compartiments pour que le pays décolle. Et nous avons fait défaut par rapport à ça. Première chose, c'est l'éducation. Il faut adapter l'éducation par rapport à nos moyens, par rapport à nos besoins, par rapport à nos intérêts. Deuxième chose, c'est la recherche technologique. Nous n'avons pas de technologie. Quel diamant nous produisons? Comment on l'exploite? Comment on les transforme? Le bois, comment on les transforme? Le cobalt. Est-ce que nous avons une usine de fabrication de batteries ici, électriques, etc.? Tout cela, il faut de la recherche technologique. Vous savez, les Chinois ont imité les Américains. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 650 technologies alternatives aujourd'hui. Nous sommes dans les débats d'opinion. Nous ne sommes pas dans les débats de prospérité.
Nos universités ne sont pas des laboratoires pour produire véritablement des choses dont on a besoin. On fabrique simplement des chômeurs qui font des incantations à longueur de journée. Et donc, il faut rechercher. Il faut faire la recherche technologique. Il faut faire la recherche scientifique. Il faut faire la recherche fondamentale. Et ces recherches-là vont nous donner véritablement des moyens, des outils, des supports qui nous transforment nos richesses. Et à ce moment-là, nous allons faire une chaîne de valeur ajoutée. La production, il y a l'engagement du personnel. La transformation, il y a l'engagement du personnel. La commercialisation, il y a l'engagement. Et on va résorber le chômage. Et troisièmement, même si nous avons des technologies, si nous avons des usines, on va produire des richesses. On va gérer comment? Il faut la gouvernance. La gouvernance a fait défaut. Nous tendons à la fin de notre émission. Que pensez-vous des entreprises publiques? Bien entendu, cette gouvernance est titubante. Cette gouvernance n'existe pas. Cette gouvernance a été le dindon de la farce du peuple congolais. On a vu des hommes et des femmes qui arrivent au pouvoir, on leur donne les responsabilités, ils tombent sous des caisses de l'État, personne ne les contrôle, il n'y a pas un système de surveillance mutuelle, quelqu'un peut s'enrichir. J'étais à l'Est, j'ai vu des gens comme ça. Vous avez des bâtiments comme par exemple Memlink, mais il y a des gens, il est ministre, il touche combien? Il peut en avoir 4, 5, 6. Comme ça, et le gouvernement de la République n'en a pas. Le pays n'en a pas. Et personne ne pose la question. Personne ne pose la question. Et nous avons la Cour des comptes, nous avons l'Inspection générale des finances, nous avons le Parlement, nous avons l'Agence des renseignements, nous avons la société civile. Personne ne pose des questions. Et donc vous allez dire, même si vous amassez autant d'argent, même ce qui se passe au Congo central, les gens sont reprochés. Mais est-ce qu'on contrôle les revenus? Qui pose la question? La justice, les cours et tribunaux, ils font quoi? C'est tout ça qui fait combine que le pays est entré véritablement dans une situation de dérive. Il faut remettre ça. Sincèrement, chère élite politique, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, bon, mettons des conques à jambes à Félix Tshisekedi, mais ayez pitié de votre pays. Combien de temps? Et regardez, le régime a passé, a fait 18 ans. On a changé combien de PDG ici à la RTNC? Comment la RTNC, comme ça, depuis que les Français ont construit comme ça sointe même dans les bureaux? Est-ce qu'il n'y a pas de gens pour voir? J'ai vu, quand je venais ici, j'avais trouvé le ministre resté dans un bureau ici. Quand ça n'allait pas, parce qu'il faut un chauffeur pour monter en ascenseur, il a fui vers la RTNCD. Et c'est ça la solution? Et c'est ça l'élite que vous avez? Et vous croyez vraiment qu'avec cette élite, vous êtes capable de transformer ce pays? Non, il faut qu'à un moment donné, sincèrement, qu'on réfléchisse calmement pour dire, payons le droit à la contestation, c'est notre pays. Vous pouvez vous habiller en quatre pièces, personne ne vous respectera à travers le monde. Le Congo est une locomotive, elle est à genoux, réveillons-le. Et c'est l'élite politique qui doit être une élite transformationnelle, engagée résolument. Aujourd'hui, on a parlé de la décentralisation. Il y a une gouvernance à 3 niveaux. Au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Nous allons chuter par là, expert aussi en décentralisation. La décentralisation aujourd'hui en RDC, mythe ou réalité? Et voilà, c'est notre dernier point. C'était un mythe. Je vous accorde 2 minutes, 3 minutes. C'était un mythe, mais aujourd'hui c'est la réalité. Le président Félix est en train de tout faire. Regardez, les gens disent, et j'entends même certaines incantations de certains de nos compatriotes du FCC dire, bon, nous avons toutes les provinces. Oui, vous avez toutes les provinces, mais vous n'avez pas hérité de vos parents. Mais ces provinces, ce sont des provinces congolaises. Même si c'est la plantation de votre papa, si vous ne l'entretenez pas, elle devient une forêt. Mais écoutez, lorsque vous prenez par exemple la province, le Rwanda, c'est 26 000 km², c'est comme le territoire de l'homme est là. La République Sao Tomé-Principe, c'est 10 fois la ville de Kinshasa. Mais la République Sao Tomé-Principe a des avions, a des bateaux, a des milices, etc. Pourquoi la ville de Kinshasa? Il n'y a pas. Quand vous arrivez là-bas, non. Et Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, c'est comme Lodja. C'est comme Lodja. Mais pourquoi tous ces gens? Regardez, quand vous prenez Kimbanseke, 2 500 000 habitants. Prenez le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Donc le bourgmestre de Kimbanseke, c'est comme Ali Bongo. Mais pourquoi Ali est en train de construire là-bas? Lui ne peut pas le faire. Ils ont quoi? Donc toutes ces questions questionnantes posent la problématique d'un leadership transformationnel. Un leader qui voyage dans les temps, 50 ans, 100 ans, et qui vient dire, voilà ce qui va se passer à 50 ans, embarquons-nous. Aujourd'hui, nous avons 92 millions d'habitants.
En 2035, on sera 165 millions d'habitants. En 2050, on sera 220 millions d'habitants. En 2100, on sera 400 millions. Qu'est-ce qu'on pense? Où sont nos leaders pour nous dire ce que nous ferons? Aujourd'hui, même question de logement. La ville de Kinshasa, sur les 9 665 km², 22% seulement occupés. Quelle est la politique pour créer de nouvelles villes? Allez à Dakar, vous allez trouver Damanjo, à 40 km. C'est une ville construite sur base d'un partenariat public-privé. Où sont... Alors, seulement la richesse, les bateaux, Très bien. les maisons. Où sont les leaders? La richesse est là. Mais nous rassurons notre peuple. Quel est le message que vous avez pour boucler complètement notre entretien? Dans 2 minutes. Ouais. Le message, c'est que notre peuple, s'il nous arrive de parler avec le cœur, c'est parce que nous sommes préoccupés. Nous, on a connu ces combats. On était très jeunes. Aujourd'hui, on est grand-père. On est grand-père. Et nous sommes restés pendant 38 ans pour observer. Et ce que fait le président Félix, c'est le résultat d'une grande observation. Aujourd'hui, plus que jamais, ce que nous critiquons, c'est le passé. Si vous voulez véritablement que nous puissions changer, que chacun paye le droit à la contestation pour dire plus jamais ça, même le huissier là où il est anormal pour avoir un petit papier d'attestation de mariage dans une commune, ça se vend dehors. Ça se vend dehors et celui qui vend, il vient avec le biogoumestre et puis lui signe, il se partage l'argent. Ce n'est pas correct. Très bien. Et donc c'est de cette manière-là que nous allons véritablement redresser notre pays. En commençant par les provinces, les villes, les communes, les secteurs et les chefferies qui sont des entités territoriales décentralisées ayant la personnalité juridique capable de poser des actes susceptibles de produire des effets de droit. On a besoin d'avoir des chefs de secteur qui sont des présidents de républicaines. Je suis allé à Kikwit ici. Je trouve un bourgmestre, 650 000 habitants. Quand il arrive, nous étions consultants de la banque, il dit, patron, j'ai dit, arrêtez, tu es président d'une républicaine. Tu ne peux pas appeler des petits fonctionnaires comme des patrons. Et vous avez produit combien? 0. Très bien, Monsieur Norbert Yamba. C'est ici que s'achève notre émission, le magazine d'actualité pour tous. C'est un honneur pour nous. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, surtout de votre franc-parler. Merci beaucoup. Je crois que je suis là. Je suis un politique, mais je suis plus technique et politique. Et de temps en temps, quand vous aurez à m'appeler pour des questions qui intéresse la République. Et donc, on sera toujours avec vous pour échanger dans des conditions normales. Merci pour tout. Qu'on me pardonne. Peut-être que j'ai exagéré, mais c'est le souci que nous avons parce que nous nous promenons à travers le monde et on n'a personne à du respect pour nous, de la considération pour nous. C'est comme si nous avons vendu notre intelligence, n'est-ce pas? Et que, bon, il y a des hommes et des femmes qui sont véritablement disposés pour changer ce pays, mais qui n'ont jamais eu la chance, et que cela est retrouvé entre les mains d'un certain nombre de personnes qui ont cru pouvoir acheter le pays, mais on n'achète pas un pays. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission, les magazines d'actualité pour tous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ces plateaux un invité de marque, c'est un habitué. Il s'agit de M. Norbert Yamba. Norbert Yamba, c'était un cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est un ancien conseiller politique, économique et financier. Nous dit aussi de fait président Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est cadre influent de l'UDPS ayant participé au pourparlers de Venise et Pisa en Italie et en Espagne, coordonnateur de la cellule électorale donc au cabinet du président Etienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire, ancien membre du comité national du parti et directeur des formations à l'école du parti. Donc Norbert Yamba est consultant international. C'est un technicien en charge des questions de développement durable, de centralisation et gouvernance environnementale. Je parlais d'un capitaine au long
court à la place d'un capitaine d'eau douce avec notre invité. Vous avez suivi sans embâche. Nifo Fouillon, nous nous sommes entretenus. D'abord, on a décrypté le face-à-face Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avec la presse. Et nous avons parlé du développement durable, des questions qui concernent notre République démocratique du Congo. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine.